Bonjour à tous, la SWF édite le concert du 30 août 1954 à Salzbourg. C'est un programme que Furtwängler consacre entièrement à Beethoven, qui comprend les 8e et 7e symphonies, entrecoupées par la transcription orchestrale de la Grande Fugue. Je suis donc aujourd'hui avec Stéphane Topakian. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et nous sommes ici pour parler de cette nouvelle parution, et ma première question porterait plutôt sur ce qu'on pourrait appeler le cadre de ce concert. Furtwängler occupe, je pense qu'on peut le dire, une place véritablement à part dans l'histoire du Festival de Salzbourg. Comment y a-t-il donc construit sa légende et dans quel contexte s'inscrit ce concert précis de 1954? Ouais, d'abord, je ne dirais pas qu'il a une place à part dans Salzbourg. Il y a une pleine place dans Salzbourg. Il est venu assez tard. Il avait la cinquantaine et il est arrivé à un moment au Festival de Salzbourg qui était dominé par les personnalités de Toscanini et Bruno Walter, qui se partageaient, en gros, qui se partageaient tous les opéras. Il arrive en 37, il donne un concert qui est la neuvième de Beethoven, pour changer. Et puis, il va y revenir comme ça chaque année, mais c'est surtout à partir de l'après-guerre, donc 47, 48, qu'il prend vraiment une place très importante à Salzbourg. On peut dire que jusqu'à sa mort, je ne dirais pas qu'il est le Festival de Salzbourg. Enfin, il occupe une place assez prépondérante avec des concerts, généralement deux concerts à chaque festival, et puis les opéras. Les opéras, je dirais, c'est des grands classiques à lui, et pas seulement, puisqu'il y a bien sûr Fidelio, Don Giovanni, mais voilà, bon, mais la flûte enchantée, mais on va voir aussi le Othello de Verdi, c'est quand même plus rare, et puis il finira en 54 avec le Freischütz, un opéra qu'il adorait. Bon. Les concerts, il a donné quelques-uns, avec d'ailleurs des choix surprenants, parce qu'il a joué du Stravinsky, il a fait des grosses machines de Richard Strauss, bon, assez peu de solistes, mais disons un programme malgré tout, et plus ça va, plus c'est un programme assez classique. Et en 1954, donc en 53, il était revenu, parce que 52, il avait été souffrant pendant le festival, 53, il revient, Don Giovanni, Les Noces de Figaro, et 54, sa dernière année, eh bien, le Freischütz et Don Giovanni, et puis le concert, et notamment ce concert qui est le dernier du festival, qui est aussi son dernier concert avec le Philharmonique de Vienne, au Festspielhaus de Salzbourg, avec en effet un programme tout Beethoven, comme il avait l'habitude d'en donner, la 8e symphonie, la 7e symphonie, et entre les deux, une œuvre qu'il affectionnait, mais et qu'il a quand même dirigé assez souvent, la version pour orchestre à cordes de la Grande Fugue, opus 133 de Beethoven. Voilà. Donc, un plein concert, j'allais presque dire traditionnel pour Furtwängler, et aussi, il faut bien le dire, pour Salzbourg, qui est quand même assez traditionnaliste.
On est donc en 1954, on commence à arriver vers la fin de l'année, vers la deuxième partie de l'année 1954, et dans ces quelques interprétations beethoveniennes qui font donc partie de ces toutes dernières, Furtwängler semble étirer son geste sur l'horizontalité, lui faire prendre en ampleur, en largeur même. Pourrait-on y voir une forme de pressentiment quant à ce déclin qui frappera Furtwängler de plein fouet durant la deuxième partie, durant la fin de l'année 1954 jusqu'à sa mort, un peu comme dans cette extraordinaire neuvième symphonie que Furtwängler donnera en 1954 aussi, à la tête de l'Orchestre Philharmonia. Parce que, au fond, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à un petit peu sous-coter ces derniers enregistrements de 1954? On peut penser à une de nos dernières parutions, qui était d'ailleurs la huitième de Bruckner, de 1954 aussi, qui, là aussi, faisait la part belle à ce geste peut-être plus ample, plus souple. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, on parle souvent de chant du cygne. Euh, bon, le cygne, soi-disant, aurait un très beau chant pour célébrer sa propre mort. Furtwängler, en tout cas à l'été de 54, n'a pas l'intention de mourir. Il a des problèmes de santé, ça c'est vrai, avec les bronches. Il a aussi des problèmes d'audition, et c'est vrai il rencontre souvent des problèmes d'audition, mais enfin, euh, ça marche, ça va. Il n'a pas du tout ce concert de Salzbourg, c'est pas pour lui un dernier concert. Il se trouve que c'est le dernier, parce que l'histoire est passée par là, par derrière. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous concernant au fond, l'ultime Furtwängler, rasséréné, plus lent. Certes, il y a une espèce il domine un petit peu, il prend de la hauteur, c'est vrai, mais il y a l'âge. Il y a aussi, je pense, la volonté de chanter plus. Il le fait avec, évidemment dans un tempo populaire. Et c'est vrai que cette septième symphonie, ou la huitième, chante plus que les autres. Il prend son temps. Mais est-ce que c'est l'âge? C'est vrai qu'on rencontre ça, mais alors de façon presque un peu outrée. Par exemple, c'est un vieux de Bidac. Mais là, ça devient presque outré. Chez Furtwängler, non. Rappelez-vous de la huitième de Bruckner, le mouvement lent, extrêmement lent, mais il tient. Je veux dire, on avance, on ne tombe pas de l'autre côté, comme avec un de chez Bidac. Donc, il y a une hauteur de vue, oui, une volonté vraiment de chanter chaque phrase pleinement, avec l'aide d'un orchestre qui est quand même au top, il faut dire ce qui est. Et puis, il faut le dire quand même, Furtwängler a beau s'en défendre, il y a eu, avec le temps, une, comment dirais-je, pas une dérive, mais enfin, le public est habitué à entendre des très beaux orchestres jouant très bien. Et si vous écoutez certaines prestations de Furtwängler, même d'avant-guerre, ou d'autres chefs, bon, parfois, on a envie de dire, bon, c'est bien, c'est Furtwängler, mais enfin, il aurait peut-être pu un petit peu affiner la huitième symphonie très sympathique au demeurant, avec l'orchestre de Stockholm. On se dit, tiens, s'il avait pu repasser par-dessus, il aurait peut-être arrangé un petit peu. Et on a plus ça évidemment, dans les ultimes versions de Paul Mangler, les enregistrements, tous les enregistrements avec Vienne, qui sont en disque mais aussi en concert, on a quand même cette perfection d'exécution. Ça chante, mais c'est parfaitement en place. L'orchestre, si vous écoutez bien la huitième et la septième, l'orchestre est absolument sublime. Il y a des détails, des phrasés, il y a des accents. Par exemple, dans la huitième symphonie de Beethoven, je pense au troisième mouvement, qui repose sur des accents. Et ils sont toujours là, on avance, c'est extrêmement vivant et extrêmement chantant. Donc, il ne faut pas, je crois, opposer un Furtwängler âgé. Le Furtwängler a évolué, mais il ne faut pas forcément opposer toujours un Furtwängler de 54 à un Furtwängler de 43. On ne peut pas toujours être en guerre, Dieu merci. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai que le côté guerre apparaît dans certaines exécutions des débuts des années 40, mais n'oubliez pas, par exemple, que lorsque Furtwängler dirigeait la neuvième symphonie à Stockholm en 1943, donc dans un pays loin du conflit, eh bien, il retrouve une sorte de sérénité, de souffle. Bon, le souffle est plus large. Voilà.
Pour rebondir un peu, oui, je veux partager un ressenti. On sent cet art de la respiration qui a presque pris en maturité d'une certaine manière. On peut vraiment parler d'une évolution, ça chante énormément. On peut donc parler de la hauteur de vue, mais peut-être pourrait-on un peu rebondir aussi sur, oui, il y a de la hauteur de vue, mais il y a aussi un grand engagement en fait. Il y a Ah, une intensité qui, ça bien n'est pas du tout sûr. éthéré. Bien sûr, il y a un engagement qu'on retrouve dans la symphonie et qu'on retrouve encore plus dans la grande fugue. Ça m'amène, n'est-ce pas, quand même, là aussi, c'est le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a qui vous disent, n'est-ce pas, et des gens éminents qui vous disent, oui, mais dans ce concert de 54, au fond, il y a la grande fugue à sauver. Le symphonie, non, c'est moins bon que les autres interpellations. Comme si Furtwängler avait été avachi, mou, lent, fatigué pendant deux symphonies, puis d'un seul coup, au milieu, il se réveillerait pour 20 minutes de musique. C'est évidemment absurde. Non, non, il y a un engagement qu'on retrouve dans les deux symphonies, et je pense dans la huitième, vous citez évidemment le troisième mouvement, avec tous les accents, on pourrait parler aussi du final, et pareillement, pour la septième, on pourrait parler du troisième mouvement, par exemple. Mais là, on retrouve un engagement, on ne pourra pas dire que Furtwängler est fatigué, c'est évidemment dans la grande fugue, parce que là, on est dans une espèce de mêlée. euh, voilà. Personnellement, j'ai toujours envie, à la fin de la grande fugue, de me lever et de dire, ah, est-ce que l'auteur est dans la salle? Parce que on est quand même dans un discours musical extrêmement moderne. On n'est pas loin du 20e siècle. On est plus dans le 20e, presque dans le 19e. Bon. Donc ça se bouscule, ça se bagarre, il y a des heurts, il y a des soulèvements, il y a des éruptions volcaniques. Et ça, Furtwängler le rend quand même très bien avec l'aide de son orchestre, qui là, parfois, par contre, a des petites faiblesses en temps de justesse, parce que extrêmement délicat du point de vue de l'exécution. Enfin, la matière est là, et dans un sens plus, je ne veux pas dire plus léger, parce que le mot ne convient pas, mais plus vivant et peut-être plus aéré que la version qu'on connaît avec Berlin. Mais je dirais, avec Berlin, on rencontre un peu le même problème pour la huitième symphonie. Un peu plombé quand même, un peu, bon, voilà, un petit peu patapouf, alors à Vienne, on a, je ne veux pas dire de la légèreté, mais c'est plus léger, c'est plus léger, plus aéré.
Et donc, peut-être que Vienne se prête davantage aussi à ce qu'on pourrait peut-être identifier, je ne sais pas, c'est une hypothèse, comme une volonté de maîtrise un peu supérieure à ce qui se faisait précédemment. Quand Celibidache parle de Furtwängler, la première chose qu'il dit, c'est que Furtwängler était un pragmatique, ce qui renvoie à l'opposition, Celibidache, le théoricien, Furtwängler, le pragmatique. Et est-ce que là, peut-être par cette volonté de maîtrise, on aurait plus de construction, plus d'architecture d'une certaine manière? Oui, mais les sous-jacentes ailleurs, simplement ici, elle est plus explicite. Elle est plus visible, je dirais. Mais quand vous écoutez n'importe quel Beethoven, n'est-ce pas? Bon, peut-être moi, justement, je parlais de Stockholm. Bon, c'est pas le meilleur orchestre du monde, surtout à l'époque, je veux dire. Mais vous écoutez les grands Beethoven de Berlin ou de Vienne, on a toujours cette architecture, c'est toujours parfaitement construit. Simplement, c'est explicité d'une façon plus ou moins, j'allais dire vivant, plus ou moins dramatique, n'est-ce pas? Bon, voilà. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de dramatisme dans tout cas dans les deux symphonies que nous trouvons à Salzbourg. Enfin, bon, on retrouve quand même parfaitement l'engagement, et même s'il est autre, c'est tout, il est autre, il est différent. Et puis, soyons heureux. On pourrait avoir justement qu'un seul Beethoven avec Furtwängler. Or voilà qu'on en a plusieurs. Donc je crois qu'on n'a pas à se plaindre de lectures qui, même s'il y a des points communs, bah, parfois évoluent, nous fait percevoir d'autres choses. N'oubliez pas quelque chose qui me paraît essentiel pour Furtwängler, vous citiez de Celibidache, c'est un pragmatique, je dirais c'est un instinctif, ce qui est un peu différent. Bon, mais c'est un instinctif, et il y a, à mon sens, ce qui est extraordinaire chez Furtwängler, c'est jamais, voilà, mon interprétation c'est ça, et puis vous devez vous plier à ça. Il y a toujours un côté interactif dans la lecture de Furtwängler, il fait appel à vous. Je pense que quand on parle de Furtwängler, des interprétations de Furtwängler, il faudrait presque parler autant de celui qui écoute que de celui qui joue. Parce qu'en fait, on y trouve aussi ce qu'on y apporte soi-même. Donc c'est ça qui est intéressant avec Furtwängler. Tu vois qu'il est toujours vivant parce qu'il peut réveiller en vous d'autres choses que chez le voisin. Voilà. Et ça, on a même ça, même pour des interprétations plus assises, ce qui est le cas à Salzbourg, on a encore toujours cet élément d'interactivité entre l'auditeur et l'acteur.
je rebondis non pas simplement sur l'interprétation, mais sur ce qu'on en a fait à la SVF, puisqu'une nouvelle fois, cet enregistrement, il a été restauré par Christophe Hainaut du studio Aresson, qui a fait un magnifique travail, et je voulais donc vous demander en quoi a consisté grosso modo ce travail sur ce concert précisément, et donc en quoi cette nouvelle édition renouvelle l'appréhension qu'on peut avoir de ce concert, malheureusement, sinon méconnu, au moins sous-coté. Alors, il est sous-coté, mais justement, il fallait lui rendre, c'est un peu comme pour la huitième de Bruckner, hein, qui était très mal vue, et puis on l'a rendu, je pense, toute sa dignité. Même chose pour le concert de Salzbourg, on avait des très bonnes bandes, avec malgré tout quelques problèmes. La bande était bonne, il y avait pas non plus de problème vraiment de vitesse. C'est souvent le problème qui se pose. Là, il n'y a pas de problème de vitesse. On est bien sur un diapason qu'on estime pour Vienne ouais, 400, là 444 Hz. Mais le problème qu'on a rencontré, ce n'était pas non plus le spectre sonore qui était bien défini, qui était beau. On n'a pas eu vraiment besoin de travailler à ce niveau-là. Le travail était essentiellement au niveau de la dynamique. Je ne sais pas ce qu'a fait l'ingénieur du son à l'époque. Je crois qu'il avait un peu peur avec Fort-Wrangler, justement des éruptions volcaniques des débuts, était un peu jupitérien. Et donc, on avait des différences de niveau entre les œuvres, mais aussi entre les mouvements. Par exemple, la septième symphonie, le tout début de la septième symphonie n'était pas lichon, était un peu un petit début. Et c'était pas Fort-Wrangler, c'était là la prise de son. Donc, il a fallu régler tous ces problèmes de niveau en faisant très attention, avec beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour dire oh, j'ai envie que ça sonne plus fort. Non, non. On entend que visiblement, il y a un problème de potentiomètre. Alors, on ajuste, mais on ne triche pas et on ne se permet pas non plus de dire moi, j'estime que à ce moment-là, Fondamental jouait toujours ceci comme cela, et donc on va faire la même chose. Non, non, il faut rester extrêmement humble. Là où on a joué aussi, c'est sur des drop-out, des trous dans les bandes. Alors Dieu merci, on est dans ces Beethoven, la huitième, la septième, il y a beaucoup de reprises, ce qui nous a permis de boucher des petits trous. C'est-à-dire qu'on va chercher dans un reffelemele, si vous permettez l'expression, une note qui va boucher un trou la première fois qu'il est énoncé, par exemple. Donc c'est essentiellement ça, mais, et qui donne, en plus nous sommes en haute définition, donc qui donne certains diront une pêche particulière, un impact, si vous voulez, quand même, à ce discours sonore. C'est vrai que si on n'y touche pas, si on ne fait pas attention, on pourrait tomber dans quelque chose d'un peu mou. Donc voilà, il fallait conserver un peu l'impact et la dureté, si vous voulez, du trait, éviter que le trait s'amollisse. Un grand merci Stéphane pour cette C'est présentation. moi. Le concert sera donc disponible pour nos adhérents sur la boutique en ligne en téléchargement le 13 juin au tarif de 15 euros. Je vous remercie une nouvelle fois à tous pour votre écoute et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui nous fait très plaisir et ce qui nous encourage vivement. Et sur cette toute dernière note, on vous dit naturellement à bientôt.